Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Au Mozambique, le cyclone Kenneth a balayé ce jeudi la côte nord du pays, faisant des morts. Et sur l'île d'Ibo, où vivent quelques 6 000 habitants, 90% des maisons ont été détruites. En Guinée, le flou persiste sur l'éventualité ou non d'un troisième mandat pour Alpha Condé, le président guinéen qui entretient le suspense et les soupçons de la société civile. Quelles conséquences pour ceux qui restent aux États-Unis au-delà de la durée de leur visa? Nous le verrons, de nombreux pays africains pourraient être touchés par les nouvelles mesures envisagées par Donald Trump. However, our horrible Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. C'est un vent de peur et d'inquiétude qui souffle sur le Mozambique. Le passage jeudi du cyclone Kenneth sur l'extrême nord du pays a fait au moins 3 morts et provoqué d'importants dégâts selon un premier bilan. Ce cyclone de catégorie 3 s'est avéré moins désastreux qu'Idai, qui avait violemment frappé le pays plus au sud en mars. Plus de précisions avec Dili Diko. Sur l'île d'Ibo, où vivent quelques 6 000 habitants, 90% des maisons ont été détruites par le cyclone Kenneth, selon l'Institut mozambicain de gestion des situations d'urgence. À Pemba, principale ville du nord et capitale de la province du Cabo Delgado, une personne a été tuée par la chute d'un cocotier. Le cyclone tropical Kenneth a touché le Mozambique dans le nord du pays, près de la frontière tanzanienne, dans une région où aucune tempête n'avait été observée depuis l'ère des satellites. Les habitants de cette région n'ont donc jamais connu de cyclone tropical et n'ont certainement jamais connu de cyclone de cette intensité. Selon l'Institut national de météorologie, Kenneth, rétrogradé en dépression tropicale, poursuivait ce vendredi sa course dans les terres, mais avec des vents beaucoup moins violents. De fortes pluies sont cependant prévues dans les prochaines 24 heures, laissant craindre des inondations et des glissements de terrain. En prévision de ces nouvelles intempéries, les autorités ont transformé certains bâtiments publics en centres d'hébergement. Le cyclone Kenneth va sûrement nécessiter une nouvelle opération humanitaire de grande ampleur, alors qu'au même moment, les humanitaires s'activent pour aider les 3 millions de personnes touchées par Idai. C'est donc la deuxième fois en l'espace d'1 mois et demi que le Mozambique est frappé par un cyclone. Mi-mars, le cyclone Idai avait noyé Beira, la deuxième ville du pays, puis poursuivi sa route meurtrière vers l'ouest et le Zimbabwe voisin. Son passage avait fait plus d'1 millier de morts et des centaines de milliers de sans-abri dans ces deux pays. Les rues du centre d'Alger étaient à nouveau noires de monde ce vendredi, 10e consécutif de protestations à travers l'Algérie. Ces manifestations visent les figures du système resté au pouvoir après la démission le 2 avril du président Abdelaziz Bouteflika. L'importante mobilisation constatée également dans d'autres villes du pays semble indiquer que les contestataires restent déterminés à obtenir satisfaction de leurs revendications prioritaires qui restent et demeurent le départ des figures du régime Bouteflika et la mise en place d'institutions de transition. Une mobilisation qui ne faiblit également pas au Soudan. Des milliers de manifestants ont fait la prière hebdomadaire musulmane du vendredi devant le QG de l'armée à Khartoum, poursuivant leur sitting pour obtenir le transfert du pouvoir par l'armée à une administration civile. Bravant une chaleur accablante, les manifestants étaient nombreux, scandant « Liberté, liberté » durant le prêche dirigé par Cheikh Mater Younes, un militant originaire de la région en conflit du Darfour à l'ouest du pays. Nous voulons dire aux militaires qu'ils sont les fils de la nation, mais que leur rôle est de protéger le pays, a affirmé Cheikh Younes, appelant à punir les symboles du régime de Béchir. Le président Alpha Condé, en visite officielle à Abidjan, a une nouvelle fois laissé planer le doute
sur une modification de la Constitution qui lui permettrait de briguer un troisième mandat en 2020. Et sur place en Guinée, l'idée d'une nouvelle Constitution proposée et défendue par le parti au pouvoir fait débat dans le pays. La société civile et l'opposition soupçonnent des manœuvres visant à donner la possibilité au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Voyons cela dans ce reportage de Zakaria Kamara, notre correspondant à Conakry. Le siège du Front National pour la défense de la Constitution, plusieurs dizaines de femmes du monde syndical, politique et de la société civile sont venues exprimer leur opposition à toute modification de la Constitution. Aujourd'hui, nous ne voyons aucune situation qui amène à soumettre une nouvelle constitution au peuple de Guinée. Ce qui veut dire que toute personne qui va se hasarder dans ce domaine est constituée comme un putschiste. C'est un coup d'État. Les organisations de la société civile guinéenne n'entendent pas baisser les bras. Elles se disent prêtes à mener des actions contre toute initiative qui viole les lois guinéennes. Tout simplement parce que nous ne voulons pas que notre pays soit pris en otage par un système, ou en tout cas une clique, qui voudrait amener le président à s'éterniser au pouvoir en violation des règles du jeu de base, comme la Constitution. Les pro et anti-nouvelle Constitution sont actifs sur le terrain. Chacun y va de son argument. Les promoteurs d'une nouvelle république, eux, parlent d'une nécessité. Notre démarche est claire. La première démarche, c'est de convaincre la population de la nécessité de l'adoption d'une nouvelle constitution parce que celle-là ne favorise ni les libertés démocratiques ni le développement économique et elle n'est même pas le reflet de la volonté du peuple de Guinée. Deuxièmement, la seconde phase, c'est de faire en sorte que les préoccupations de toutes les couches sociales soient prises en compte dans la nouvelle constitution. Ça, ce sera la seconde phase. Selon les membres du Front National pour la défense de la Constitution, les déclarations du président Alpha Condé ont donné plus de lumière sur ses intentions. Il y a quelques jours, le chef de l'État guinéen a dit que personne ne peut l'empêcher de consulter le peuple. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry. Également dans l'actualité ce soir, un bureau de Médecins sans frontières au Niger a été attaqué ce vendredi par des hommes armés, probablement des éléments du groupe djihadiste Boko Haram à Maïné-Soroa, une commune de la région de Difa dans le sud-est du pays, proche du Nigeria. C'est ce qu'a annoncé l'ONG à Niamey, une ONG locale, et des habitants ont attribué l'attaque aux éléments du groupe terroriste Boko Haram qui ont incendié les locaux de MSF en blessant un civil et occasionnant d'importants dégâts matériels. C'est la toute première attaque d'envergure contre une organisation humanitaire à Difa, une région nigérienne proche du Nigeria où les raids du groupe djihadiste Boko Haram, commencés en 2015, vont crescendo depuis fin 2018, en particulier dans le sud-est du pays. Ici, aux États-Unis, le président américain Donald Trump a annoncé ce vendredi qu'il retirait la signature américaine du traité sur le commerce des armes, texte adopté en 2013 par l'ONU et visant à moraliser le commerce international des armes. L'Amérique rejette ce traité, a lancé M. Trump lors d'un discours à Indianapolis devant la National Rifle Association, puissant lobby des armes à feu. Le texte avait été signé par le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, sous la présidence de Barack Obama, mais n'a jamais été ratifié par le Congrès. Et puis, les indicateurs de l'économie américaine sont au vert avec une croissance qui a démarré l'année sur les chapeaux de roue, dépassant largement les projections des analystes pour le premier trimestre, notamment grâce au commerce, selon une première estimation du département du commerce publiée ce vendredi. L'expansion de la première économie mondiale s'est établie à 3,2% en rythme annuel de janvier à mars, alors que les analystes misaient sur 1,9% après 2,2% au quatrième trimestre. Le président Donald Trump a loué ces chiffres
le qualifiant d'incroyable. Toujours ici aux États-Unis, le président Donald Trump a proposé cette semaine de nouvelles mesures visant à sévir contre les étrangers qui outrepassent la date d'expiration de leur visa pour ainsi prolonger illégalement leur séjour sur le territoire américain. La nouvelle politique punira les pays avec des taux élevés de ce qui est connu comme le dépassement de visa. Elle affectera principalement les pays africains. Le reportage de Patsy Widakwaswara, correspondant de la VOA à la Maison-Blanche, est relaté ici par Jacques Aristide. Plus de 9 millions, c'est le nombre de visas non-immigrants que les États-Unis ont délivrés l'an dernier. On compte parmi les bénéficiaires des touristes, des étudiants et des travailleurs temporaires. Ils sont venus du monde entier. Mais le hic, environ 2% d'entre eux ne sont pas repartis chez eux à la date butoir. La Maison-Blanche n'est pas contente. Elle a donné 3 mois au secrétaire d'État et à la sécurité intérieure pour régler le problème ou tout au moins réduire ce taux. Le Congrès doit cependant également agir pour corriger nos lois sur l'immigration qui sont horribles, obsolètes, faibles et pathétiques. Les étrangers dans cette situation irrégulière dépassent le nombre de personnes arrêtées à la frontière américaine, ce qui représente d'après le gouvernement une tranche importante des quelques 11 millions d'illégaux en Amérique. Mais faut-il cibler les pays avec les plus forts taux de dépassement ou les pays dont les ressortissants sont plus nombreux à prolonger illégalement leur séjour? La distinction est à faire et la question fait débat. Le Tchad a un taux de dépassement de séjour d'environ 20%, mais cela ne représente qu'environ 140 personnes en 2017, alors que vous avez un pays comme le Royaume-Uni qui compterait plus de 23 000 dépassements de séjour en 2017. Le Royaume-Uni a toutefois un taux qui est très bas, mais 23 000 est un chiffre qui dépasse largement celui de 140. Pour des militants pro-migrants, la nouvelle initiative vise injustement les pays africains et pourrait être contestée devant les tribunaux. Si le gouvernement décidait de limiter les visas d'affaires B1, B2 à des ressortissants des pays africains, vous pourriez intenter un procès pour discrimination et affirmer que ce changement de règles ou ce changement administratif est arbitraire et discriminatoire. Pour l'administration Trump, s'attaquer à ce problème d'abus de visa expirés est prioritaire afin, dit-elle, de protéger les contribuables américains. Et puis, le président chinois Xi Jinping a promis ce vendredi d'abolir les subventions qui faussent la concurrence. C'était lors d'un discours à Pékin et devant plusieurs dirigeants du monde, dont Vladimir Poutine et des leaders africains. À l'occasion du deuxième sommet sur son projet d'infrastructure des nouvelles routes de la soie, M. Xi a également promis d'accroître les importations chinoises, de ne pas abaisser les taux de change du yuan et d'interdire les transferts de technologies imposés aux entreprises étrangères. Les subventions massives accordées par Pékin à ces entreprises publiques sont l'une des paumes de discorde entre la Chine et les États-Unis, engagé depuis près d'un an dans une guerre commerciale lancée par le président américain Donald Trump. Et puis, le Sri Lanka a annoncé vendredi que le chef du groupe accusé des attentats djihadistes de Pâques, Zahram Hashim, avait péri en perpétrant l'une des attaques suicides qui ont fait 253 morts dans l'île d'Asie du Sud où les tensions restent vives, tandis que des capitales multiplient les mises en garde à leurs concitoyens. Le Sri Lanka s'attend à ce que le carnage fasse chuter de 30% sur l'année les arrivées de voyageurs. Cette baisse pourrait causer jusqu'à 1,5 milliard de dollars de pertes de revenus au secteur touristique. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Les trottinettes électriques se démocratisent et envahissent les trottoirs américains. Mais cette innovation est décriée par certains comme dangereuse et encombrante. En culture, Roger Montou sera là pour nous parler du FEMUA en Côte d'Ivoire, festival où la musique est à l'honneur. Et cette triste nouvelle en sport, celle du décès hier en plein match de l'international burundais Papi Fati. C'est vendredi et nous avons rendez-vous avec Roger Montou, c'est dans le cadre de Culture Hebdo. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup John, un grand plaisir de vous revoir. Et on commence direction Abidjan en Côte d'Ivoire pour parler du festival d'Anoumabo. Exactement John, devenu désormais une institution culturelle panafricaine, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, initiative du groupe Magic System, a ouvert les portes de sa 12e édition. Oui, depuis sa première édition, lancée, vous vous rappellerez bien sûr, en 2008, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, au fil des ans en tout cas, a gagné en notoriété pour aujourd'hui devenir un incontournable rendez-vous culturel annuel tenu dans la commune de Marcouri, à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. John, le commissaire général du FEMUA, Assalfo, bien connu d'ailleurs, a dévoilé au cours de son allocution l'esprit à la source de ce festival qui est de créer un cadre d'échange entre professionnels de la culture, artistes et festivaliers et aborder aussi des questions d'enjeux majeurs à travers des séminaires et des conférences guidées par des thèmes spécifiques, John. J'aurais bien souhaité être là avec John, pourquoi pas. Vous y serez lors des prochaines éditions, Roger. Et bien sûr. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Écoutez, si vous aimez vraiment, si vous adorez les tam-tams comme moi, parce que j'en ai une dizaine, vous allez sûrement adorer ce reportage, l'édition 2019 du Festival des tam-tams africains. C'est tenu ouverte dans l'état d'Ogun au Nigeria. Environ 23 pays africains, 18 États du Nigeria et 71 troupes indépendantes ont répondu présent à ce rendez-vous culturel, y compris d'ailleurs la chanteuse d'opéra Hélène Epega. Davantage avec Irénée Herman Umbo. L'expression des tambours d'Afrique le temps d'un soir au Nigeria. C'est à l'occasion du festival des tam-tams, un voyage sonore à la fois berçant et rythmé qui a transporté ces festivaliers dans l'univers culturel et musical du continent. L'Afrique est belle et c'est une nouvelle plateforme qui présente au monde entier toute cette beauté de la culture africaine. Et je suis fière d'être africaine. La culture africaine est diverse. Elle s'étend partout. De l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud en passant par Haïti, etc. Elle est présente partout désormais. Vous comprenez, je n'oublie pas l'Afrique de l'Ouest aussi où tout est similaire. Alors, toute cette variété sur un même podium autour d'un tam-tam, non, c'est un événement vraiment unique. C'est une partie de la tradition, de la culture africaine. Nous devons donc l'embrasser. Ne pas accepter qu'elle disparaisse en adoptant tout simplement la culture de ceux qui nous ont colonisés. Retournons à nos réalités comme celle-ci. C'est très intéressant et j'en suis très heureux. La chanteuse d'opéra Hélène Epega était l'invitée de marque de cette édition du festival qui, en outre, permet à de nombreuses virtuoses du tam-tam de se produire devant un parterre d'amateurs de musique venant de plusieurs pays. John Linden, je sais très bien que tu sais danser, mais est-ce que tu sais jouer au tam-tam? J'ai joué au balafon quand j'étais plus jeune. Mais place maintenant à notre agenda culturel.
voilà, Diane, c'est tout pour vendredi. Merci Roger Moutou, on vous retrouve dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup. Et bon week-end. Merci. Voilà. Et Yacouba Ouedraogo nous a rejoint, c'est pour parler de sport. Yacouba, on commence par l'athlétisme. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, l'athlétisme est direction Afrique du Sud où Van Niekerk est forfait pour les championnats. Le Sud-Africain, champion olympique du 400 mètres, s'est récemment remis d'une blessure à un genou. Il a alors préféré jouer la prudence et a déclaré forfait pour les championnats sud-africains d'athlétisme. Van Niekerk, 26 ans, avait été victime d'une rupture des ligaments lors d'un match de gala des Tausch Rugby en octobre 2017. Son programme de rééducation a inclus des séjours ici aux États-Unis, au Qatar et dans son pays. Début février, il a remporté un 400 mètres aux championnats provinciaux à Bloemfontein. C'était sa première course depuis son titre mondial du 400 mètres et sa médaille d'argent sur 200 mètres en 2017 à Londres. En football, c'est officiel, plus de cannes pour Cheikh Ndoye. L'international sénégalais prêté par Birmingham à Angers est passé sur la table d'opération à Lyon. Le milieu de terrain, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou, est out pour la CAN 2019 et dans sa volonté de disputer la prochaine compétition avec son pays, le Sénégal, Cheikh Ndoye préférerait une consolidation de son genou par des soins, mais finalement, il s'est résolu à passer sur la table d'opération. À 33 ans, il en aura pour quelques mois avant de revenir sur les pelouses. Et puis, cette triste nouvelle pour finir, l'international burundais Papi Fati est décédé hier en plein match en Eswatini. Fati, 28 ans, sociétaire du club Malanti Chief, s'est effondré sur le terrain et est mort dans la soirée à l'hôpital où il avait été transporté. Le milieu de terrain, 28 sélections, avait de par le passé connu des problèmes cardiaques. En 2016, il s'était écroulé par 2 fois en plein match et avait été contraint à un arrêt d'1 an par les médecins du club sud-africain Bidvest où il évoluait alors. Avant de reprendre la compétition en 2017, l'année dernière, il a rejoint le championnat d'Eswatini. Papi Fati a récemment refusé de se faire opérer afin de pouvoir participer à la CAN en Égypte. Avec son pays, le Burundi, on se rappelle, qualifié pour la première fois de son histoire. Et donc, repose en paix, champion. À la semaine prochaine. Merci Yacouba et à la prochaine. Vous en avez sûrement déjà vu si vous vivez dans une ville américaine ou européenne. Les trottinettes électriques se démocratisent et envahissent les trottoirs. Laissés en libre service, il suffit d'un smartphone pour les géolocaliser et les louer. Cette innovation qui plaît aux jeunes et aux plus vieux est toutefois décriée comme dangereuse et encombrante. Suivons la caméra et le micro de Paul-Émile Chabrel. C'est le nouveau moyen de locomotion en vogue dans les villes américaines et européennes. Les trottinettes électriques permettent à leurs utilisateurs de se déplacer rapidement et économiquement. Elles peuvent en effet aller jusqu'à 25 km/h tout en restant écologiques et en ne coûtant qu'autour de 15 centimes la minute. Dispersées dans les villes, il suffit d'un smartphone pour les géolocaliser et les débloquer. Après les avoir utilisées, il suffit de les laisser sur le trottoir pour qu'une autre personne puisse s'en servir. C'est essentiellement pour se balader plus rapidement. C'est pratique quand on est en groupe pour se rendre d'un point A à un point B. C'est vraiment plus facile. On prend en plus du plaisir. La concurrence entre les différentes marques fait rage et de nombreux entrants font régulièrement leur apparition. De Lime à Bird en passant par Skip, l'offre est large et parfois un peu déroutante. Je pense que ça crée de la confusion chez le consommateur pour savoir quelle application télécharger. J'en ai déjà vu 3 différentes. Pour moi, la plus facile, c'est Lyft, car je l'utilisais dans ma ville à Philadelphie pour me déplacer en voiture. Mais elles font vraiment toutes la même chose et semblent toutes utiliser Segway. Mais les trottinettes électriques sont aussi régulièrement critiquées. De nombreux élus et citoyens ont dénoncé l'encombrement des trottoirs et le danger qu'elles représentent. Elles ont été ainsi interdites dans plusieurs villes comme Paris ou New York. Je pense que si vous n'avez jamais utilisé un engin motorisé auparavant, c'est dangereux. Ils recommandent de porter un casque. Je n'en ai pas malheureusement. Je pense que si vous ne faites pas attention à ce que vous faites, vous pouvez tomber et vous blesser sérieusement. Ce nouveau marché juteux attire. Lime, une entreprise leader, serait valorisée actuellement à 2,4 milliards de dollars. Et selon un rapport dressé par le cabinet McKinsey, il pourrait atteindre d'ici à 2030 entre 100 et 150 milliards de dollars. Merci à Paul-Émile Chabrel, qui était donc ici en stage et
quitte ce vendredi. Parlons à présent cinéma avec Avengers Endgame, le dernier d'une série de 22 films mettant en vedette les super-héros bien-aimés de l'univers de Marvel. Le film a brisé tous les records pour sa sortie en Asie avec 169 millions de dollars récoltés lors de sa première diffusion sur 25 marchés, notamment la Chine, et l'Australie et plusieurs pays d'Europe. Le film sort ce vendredi ici aux États-Unis et au Canada. Les projections indiquent que Endgame dépassera les recettes générées par le précédent épisode de la saga Avengers Infinity War, paru l'année dernière. Les experts prévoient que la finale Avengers, mettant en vedette Robert Downey Jr., Scarlett Johansson et une foule d'autres stars, pourrait rapporter 200 à 260 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture en Amérique du Nord. À quoi serviront les drones de demain? Eh bien, ils pourraient peut-être un jour être utilisés pour réparer des bâtiments sans intervention humaine. Ils seront capables de voler de manière autonome autour de structures et en utilisant la technologie de vision par ordinateur, de localiser les endroits où une réparation est nécessaire. Ensuite, ils pourraient même faire venir d'autres drones pour régler le problème. Ces drones ne sont pas encore sur le marché, mais des experts britanniques et suisses y travaillent. Ces drones du futur, souples et flexibles, pourront atteindre des zones dangereuses pour l'homme, telles que les tunnels, les mines ou les pipelines. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, excellent week-end à toutes et à tous.